Salut, bienvenue sur la chaîne du Power Photo, la chaîne où on cherche à transformer notre talent en compétence. C'est-à-dire que nous, on veut être en maîtrise de notre photo. C'est-à-dire qu'on veut poser des actes techniques pour être en mesure de garantir le résultat de nos photos. Nous, on ne se repose pas sur le facteur chance. Alors justement, aujourd'hui, je vais te parler des marques des appareils photo. Alors c'est un sujet important, bien sûr, parce que évidemment, ton appareil photo se situe au centre de ta pratique photo. Et autour de cet appareil photo, tu vas bâtir un écosystème. Alors, cette notion de marque est très importante. C'est un débat souvent passionné, hein, quand je regarde les messages sur les forums, les groupes Facebook, etc. D'ailleurs, c'est même ça qui est à l'origine de cette vidéo, parce que récemment, Canon et Nikon ont sorti quasiment simultanément deux mirrorless, enfin un mirrorless chacun. Et en fait, j'ai vu des commentaires de gens où en fait ils s'étripaient, voilà, alors comme s'ils étaient actionnaires, peut-être qu'ils le sont d'ailleurs, de la marque Canon et Nikon. Alors ça m'a fait marrer, mais parce que faut élever un petit peu le débat. Je pense que par exemple les gens qui veulent s'équiper d'un boîtier réflexe ou mirrorless peuvent être un petit peu déstabilisés quand ils voient ces propos, et puis à un moment donné ils en sont même à se demander, tiens, finalement, est-ce que parmi les marques existantes il y aurait un peu des marques à éviter, etc. Alors moi, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, si à l'époque de l'argentique, il y avait jusqu'à 40 fabricants de boîtiers réflexes, si aujourd'hui il n'en reste plus que 6-7, c'est que les 7-8 produisent d'excellents boîtiers, hein. Il n'y a pas de canard boiteux qui se cache dans le lot. Alors, je te parle de ça parce que moi j'ai travaillé longtemps en boutique photo, et ça c'était vraiment une question récurrente. C'est-à-dire que les gens, quand ils étaient face à une vitrine, voilà, ils finissaient toujours par nous demander un petit peu sous le ton de la confidence, ouais, mais là-dedans, quelle est la meilleure marque, etc. Moi, ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de meilleure marque. La meilleure marque, c'est celle qui te convient à toi. Et donc là, on est vraiment loin du débat des fanboys, voilà, qui n'enrichissent pas le débat. Pour moi, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que autour du débat des fanboys, c'est que les gens, ce qu'ils perdent de vue, c'est que ils sont avant tout consommateurs. Tu as le droit, bien sûr, d'avoir une préférence que tu développes au fur et à mesure du temps pour une marque donnée, soit parce qu'on te l'a conseillé et que cette personne elle-même, tu la vois depuis 20 ans faire de la photo avec la marque Y, ou que toi-même t'es équipé avec la marque X depuis X années. Mais justement, moi par exemple, je ne suis pas actionnaire de la marque Pentax, puisque si tu me suis, tu le sais, et si tu le sais pas, tu le sais maintenant. Moi, je suis équipé de la marque Pentax. Moi, je suis pas actionnaire de chez Pentax, je suis même pas sponsorisé par Pentax. Non, moi, je suis un consommateur, comme toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai sorti ma carte bleue, je l'ai fait chauffer, et je me suis acheté mon premier boîtier. Et depuis, j'en ai racheté, je dois être à mon 4e boîtier de la marque Pentax. Sans parler des optiques, des flashs et compagnie. Donc tout ça pour te dire que quand bien même tu aimes la marque Canon, je vais prendre Canon en exemple, enfin pour illustrer cet exemple, si aujourd'hui Canon continue comme hier à proposer d'excellents boîtiers, mais comme le font ses concurrents, Nikon par exemple, c'est qu'évidemment Canon est une société privée qui évolue dans un marché concurrentiel, privé. Enfin voilà, qui est ouvert à la concurrence. Hein, il n'y a pas de monopole d'État. Je dis ça parce que parfois quand tu lis les commentaires, tu as l'impression que, puisque c'est un débat autour d'une guéguerre de fanboy, si tu les écoutes, les mecs, en gros, tu n'aurais plus qu'une marque qui devrait exister, les autres devraient tous faire faillite, et puis il devrait y avoir que cette marque-là qui existerait, vu qu'elle est la seule à fabriquer des appareils photo, enfin qui sait fabriquer des appareils photo, et puis là on serait dans le meilleur des mondes. Sauf que c'est totalement faux. Il est évident que s'il n'y avait plus qu'une seule marque, démonstration par l'absurde, qui survivrait, il est évident que cette marque nous ferait de la merde, quelle qu'elle soit, parce qu'elle se serait endormie sur ses lauriers, et parce que le moindre boîtier pourri qu'elle produirait, elle nous le vendrait la peau des couilles. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que on a besoin de concurrence, nous consommateurs, parce que c'est nous qui bénéficions de cette compétition, j'allais dire, entre sociétés privées, eh bien, pour avoir des boîtiers performants à des prix corrects suivant les gammes. Et c'est aussi parce que les marques d'appareils photo font attention à leur image, que lorsqu'il y a des consommateurs qui gueulent parce qu'il y a un défaut dans le boîtier, il y a un défaut logiciel, il y a un défaut de fabrication, eh bien que ces boîtiers en question se démerdent pour corriger la situation. Mais si il n'y aurait plus qu'une marque, évidemment, ils n'en auraient strictement rien à faire.
des gens qui achèteraient, enfin qui seraient mécontents d'un boîtier, vu que de toute façon, elle aurait un monopole. Et le rapport de force serait en sa faveur. Donc voilà, ça, faut quand même se le rappeler, parce que c'est une vérité de la palisse, mais enfin, quand je vois le débat, enfin, quand je vois les propos de certains, j'ai l'impression qu'ils perdent de vue cette notion élémentaire. Donc nous, on est des consommateurs. Lorsque tu choisis de t'équiper, t'achètes un boîtier, tiens, je vais changer un peu, là, sinon il y en a qui ils vont gueuler, t'achètes un boîtier Nikon, et bien évidemment, ça veut surtout dire que tu deviens un petit peu captif de la monture du boîtier. Parce que autour de cette monture, c'est là-dessus en réalité autour duquel tu vas devoir bâtir ton écosystème. Tu vas pouvoir accéder à des objectifs de la marque Nikon, donc la marque propriétaire. Tu vas pouvoir acheter des objectifs de la marque Sigma, Tamron et d'autres marques. Parce que là aussi, autour des fabricants d'objectifs tiers, aussi autres que les marques propriétaires, tu as eu un petit peu de sang neuf et qui a contribué un petit peu à redynamiser ce marché. Donc tu vois, pour te dire qu'à chaque fois, nous, les consommateurs, on bénéficie un petit peu en réalité de cet environnement concurrentiel. Là, je ne veux pas faire de digression sur l'aspect politique, capitaliste, machin, mais le fait est que nous, consommateurs, on bénéficie du fait qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché, sinon ça n'irait pas. Donc autour de cette monture, tu vas devoir bâtir ton écosystème. Donc qui va surtout être dépendant, bien sûr, de ta monture. Bon, pour moi, le débat, en réalité, autour de la marque, se situe au niveau de l'ergonomie. Alors bien sûr, avant d'aborder l'aspect ergonomie, il est vrai que les marques, au fur et à mesure du temps, pour exister, encore une fois, pour un souci de visibilité, parfois certaines marques ont développé des traits caractéristiques. Et par exemple, Sony, Olympus, ils ont contribué beaucoup à faire en sorte que la fonction vidéo s'améliore sur les boîtiers. S'il n'y aurait pas eu ces deux acteurs là qui ont un peu shooté dans la fourmilière, je pense pas que Canon et Nikon, c'est-à-dire les acteurs majeurs du secteur en réalité, s'ils n'auraient pas été challengés par des petites marques, Sony et Olympus, en termes de volume de vente, je parle, évidemment qu'ils ne se seraient pas remis en cause, ils se seraient reposés sur leur laurier. Pentax, par exemple, eux, ils ont pour habitude maintenant de proposer sur le marché des réflexes tropicalisés avec une visée optique proche du 100%. Voilà un élément qui les caractérise. Et donc, chaque marque apporte sa marque distinctive et ça force aussi les autres à pas trop décrocher, à prendre en compte, puisqu'ils sont concurrents, à prendre en compte justement la fonction vidéo, la fonction de tropicalisation, la qualité de la visée optique pour les réflexes, etc. Voilà. Alors après, l'ergonomie. Alors ça, c'est pour moi l'élément central. Parce que l'ergonomie qui va te convenir à toi, ce ne sera pas nécessairement l'ergonomie qui va me correspondre à moi. Sinon, par exemple, tout le monde aurait du matériel Pentax. Parce que comme tu le sais, donc moi je suis équipé en marque Pentax. D'ailleurs, sur cette chaîne, ça me sert parce qu'en fait, bien sûr, les gens savent bien que, ceux qui me suivent, qui savent que je suis équipé de la marque Pentax, savent bien du coup que je me place au-dessus du débat, la guéguerre passionnante entre Canon et Nikon, tu vois. Les gens savent bien que, certainement que j'en ai un peu rien à faire, et que, voilà, donc du coup, personne ne m'emmerde avec ça. Mais ce que je voulais dire, c'était pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que donc l'ergonomie d'un boîtier donné, c'est-à-dire que ce soit de l'entrée de gamme, du moyenne gamme, du haut de gamme, ce qu'il faut chercher, c'est l'ergonomie qui te correspond. C'est-à-dire que le but, en réalité, quand tu choisis un appareil photo, c'est de choisir un outil, parce que un appareil photo, c'est un outil qui te permet de produire de la photo. C'est de choisir un outil dont l'ergonomie te parle et donc va te permettre d'être plus réactif. Parce que le but de la photo, à un moment donné, c'est finalement de maîtriser l'image que tu t'es représentée mentalement, ce qu'on appelle la prévisualisation de la photo finale que tu souhaiterais obtenir, et le chemin qui mène à effectivement le cliché que tu as réalisé. C'est-à-dire qu'en théorie, la photo que tu obtiens au final devrait correspondre au minimum, mais elle peut être de qualité supérieure, pourquoi pas, à la photo que tu t'étais
représenté. Mais entre les deux, tu as un chemin. Tu as un chemin technique. Enfin, tu n'as pas que un chemin technique, tu as l'art du cadrage, etc. Mais en ce qui concerne donc l'ergonomie des appareils photo, toi, ton but, c'est d'avoir un outil dont l'ergonomie te parle, te convient et te permet de mettre en œuvre cette chaîne d'actes quasiment de manière instinctive qui va te permettre de maîtriser le résultat que tu obtiens. C'est pour ça que je disais en intro, je rappelais en intro que on était sur la chaîne où on cherche à développer son power photo, c'est-à-dire où on cherche à être en maîtrise de ce que l'on fait. On se repose pas sur le facteur chance ou motivation, enfin ou genre de trucs métaphysiques. Nous, on est des gars limite terre à terre. On veut maîtriser notamment une technique, on veut maîtriser l'ergonomie de notre appareil, et bien parce que on veut maîtriser ce que l'on fait et on veut obtenir ce que l'on souhaite. Et donc, le choix d'un appareil doit dépendre de ça. Par exemple, moi, lorsque j'ai acheté mon premier boîtier Pentax, il y a plus de 10 ans, ça, il y a 12 ou 13 ans, eh bien, j'avais choisi ce premier boîtier, parce que l'ergonomie me parlait. C'est-à-dire que pour moi, ça semblait pas usine à gaz. Grosso modo, les boîtiers, je voyais bien à quoi ils... Enfin, les boîtiers. Les boutons et la molette, je voyais bien à quoi ça allait servir grosso merdo. Et bien sûr, après, en pratiquant de la photo de manière intensive, parce que je travaille en cellule communication, et bien sûr, ma maîtrise s'est accentuée, bien sûr, hein, c'est le but. Mais tu comprends là où je veux en venir. Donc nous, notre but, c'est bien de réduire, de faciliter, de maîtriser le chemin qui mène de la prévisualisation jusqu'à la photo effectivement réalisée. Et donc c'est là où, encore une fois, la maîtrise de l'ergonomie d'un boîtier rentre en ligne de compte. Alors pour ça, effectivement, tu as évidemment la pratique délibérée. C'est-à-dire que sciemment, tu cherches à mettre en œuvre des fonctions, une fonction donnée. Je sais pas, tu t'entraînes à un moment donné à jouer sur l'ouverture, enfin je parle pour les primo-accédants là, à jouer sur l'ouverture, à jouer sur le temps de pause. Une autre fois, tu vas chercher à jouer sur la valeur ISO, c'est-à-dire à t'habituer à mettre en œuvre des actes qui te permettent de jouer sur ce paramètre, et ainsi de suite. Il en va de même, je sais pas, pour la température de couleur, pour le choix du collimateur autofocus, etc. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, en parlant de marque, c'est qu'en réalité, tous les boîtiers ont tous ces fonctions de base. Même les compacts dits experts, maintenant d'ailleurs il n'existe plus que ça en réalité sur le marché, mais tous les boîtiers experts te permettent bien de jouer sur l'ouverture, la zone de netteté, la profondeur de champ, te permettent bien de jouer sur le temps de pause, sur la valeur ISO, sur le choix du collimateur, autofocus, sur la température de couleur, etc. Donc tu vois, en réalité, toutes les fonctions qui te permettent, les fonctions classiques qui te permettent de produire une photo, sont présentes sur tous les boîtiers. Alors après, toujours en termes d'ergonomie, là où il va y avoir aussi une différence, c'est la qualité de fabrication. Mais qualité de fabrication, non pas que les boîtiers, je sais pas, de telle marque, ou les boîtiers plutôt de telle gamme plutôt qu'une autre, parce que ça c'est plus pertinent de comparer les gammes d'appareils photo que les marques entre elles. Mais il est évident qu'un professionnel, lui, vu qu'il va produire de l'image, on va dire grosso modo tous les jours, lui, son appareil photo, c'est son outil de travail. Et évidemment, en tant qu'outil de travail, son outil de travail doit être fiable. Un peu comme un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, que ce soit le 10 janvier ou le 20 juillet, le matin, quand il met la clé, quand il allume la voiture, quand il met en marche la voiture, le moteur doit effectivement démarrer, doit effectivement se lancer. Il ne peut pas se permettre que son véhicule soit en panne. Donc c'est pour ça qu'il achète une voiture entre guillemets haut de gamme, dans le sens où la qualité de fabrication des pièces employées, etc., lui permettent de garantir ce but.
Et le jour où la voiture ne marche pas, eh bien, le chauffeur de taxi, il appelle Mercedes. Mercedes se démerde. Au plus tard, au lendemain, ils doivent lui mettre une bagnole à disposition. Eh bien, la gamme Pro, c'est ça en fait. C'est une qualité de fabrication hyper robuste. Tu pourras remarquer que sur YouTube, tu as suffisamment de vidéos où tu as des mecs qui placent leur boîtier dans la glace, enfin dans l'eau, qui mettent au congélateur. Après, bien sûr, ils font fondre la glace, ils aspergent le boîtier d'essence, ils foutent le feu, machin, et le boîtier déclenche. Bon, après, voilà, résultat, enfin bref, tu vois là où je veux en venir. Donc, la gamme Pro des appareils photo, c'est ça. C'est une qualité de fabrication, et c'est aussi un service client destiné à des pros qui ont une exigence, c'est d'avoir un outil de travail opérationnel tous les jours, quoi qu'il advienne. Et que, juste particulièrement, le jour où ça va pas, eh bien, admettons Canon ou Nikon, ils doivent être en mesure de lui proposer une solution, c'est-à-dire ils doivent lui fournir un outil de travail, de remplacement, tout de suite. Voilà, c'est ça la gamme Pro en fait. Alors ça c'est important ce que je te dis, mais parce qu'en réalité derrière le débat, derrière les marques, le choix des marques, en réalité la question que les gens n'osent pas poser clairement, c'est de se dire, est-ce que si j'ai un boîtier de la marque Y, est-ce que du coup je produirais de la meilleure photo que si j'étais équipé de la marque X? Eh bien non, eh bien non. D'avoir des boîtiers de la marque Canon ne fera pas de toi un meilleur photographe. Ça pourra contribuer à faire de toi un meilleur photographe si tu fais de la photo régulièrement, si tu fais un effort pour apprendre à maîtriser l'ergonomie de ton appareil, si tu passes du temps et tu produis un effort pour comprendre les différentes fonctionnalités. Bref, si tu fais ce qu'on appelle un deep work, c'est-à-dire un effort de compréhension, un travail profond autour de ton boîtier pour le comprendre, pour comprendre ce qu'il te permet de faire. Et bien sûr, derrière ça, une pratique intensive, eh bien, pour que ça devienne un réflexe. Parce que le but, sans faire de jeu de mots, le but d'un appareil photo, que ce soit un réflexe ou un mirrorless ou un compact expert, c'est que cet outil soit un peu comme le prolongement de ta main et remplace un peu ton œil. Tu vois, c'est un peu ça le but d'un appareil photo. Hein. Mais il n'y a pas une marque qui va faire de toi, parce que tu auras choisi cette marque-là, qui fera que tu feras de la meilleure photo. Non, non. C'est l'ergonomie de l'appareil, si tout de suite il te parle, il te correspond, ça pourra contribuer à accélérer ton apprentissage, ton développement. Ça oui. Mais voilà. Alors après, le seul point où je pourrais moduler, où je pourrais un petit peu tempérer mes propos, c'est qu'il y a l'effet ce que j'appelle Stradivarius. Il est évident que si par exemple moi je fais chauffer, mais alors un bon coup la carte bleue, et je m'achète le 645Z de chez Pentax, qui est un boîtier moyen format, bon, alors aujourd'hui il est un peu, il est plus accessible parce qu'il a déjà 3-4 ans d'existence. Pentax s'apprête à le renouveler. Mais bon, en gros, voilà, si je suis prêt à dépenser 8000 €, ça va me créer ce qu'on appelle une contrainte. C'est-à-dire que par le fait que j'ai dépensé 8000 € par exemple dans l'achat d'un boîtier avec un premier objectif, vu que j'ai dépensé 8000 €, ça va quand même être une sacrée motivation. Il y a du vent, j'espère que ça va pas trop gêner. Ça va être une sacrée motivation pour l'utiliser régulièrement, souvent, tu vois. Et donc ça va aussi être une contrainte qui va me pousser à m'intéresser à ce boîtier, à savoir comment il fonctionne. Alors il est vrai que les primo-accédants ne vont pas s'acheter un boîtier moyen format, quoique j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos précédemment, mais moi ce qui me frappe c'est que sur les groupes Facebook primo-accédants, enfin les groupes grands débutants en photo, je suis surpris de voir que des gens sont des grands débutants mais ont malgré tout genre des 5D Mark IV de Canon. Enfin voilà, pour dire que c'est des grands débutants, mais comment, je sais pas trop, mais ils ont quand même directement acheté un boîtier professionnel qui vaut quand même un certain prix. Donc là où je voulais en venir, c'est que si j'exclus un peu cet effet Stradivarius, là, si tu achètes vraiment un boîtier très haut de gamme, par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, si je te vois avec un Canon 1DX, un D5S là, de Nikon, moi ça me donne pas d'indication sur ton niveau de power photo. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un boîtier haut de gamme ou expert, etc.,
que je peux être sûr à 100% d'avoir affaire à quelqu'un qui sait mettre en œuvre des chaînes de savoir-faire, des chaînes de savoir-être pour produire de la photo de qualité. Et inversement, c'est pas parce que je vois quelqu'un avec un boîtier considéré généralement comme primo-accédant que je vais me dire que j'ai affaire à quelqu'un qui maîtrise pas les actes techniques qu'il pose délibérément et qu'il n'est pas en mesure de garantir par avance la qualité de la photo qu'il s'apprête à effectuer. J'en veux pour preuve, je cite assez régulièrement cet exemple, mais je regrette aujourd'hui d'avoir perdu le lien. Bon, j'avais partagé cet article sur ma page Facebook. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un photographe professionnel, je crois que c'est un anglais, photographe de studio, et il en avait ras-le-bol qu'on lui dise tiens, ton appareil photo fait des super photos. Je crois qu'il avait un Canon 1DX, et au final il s'est dit bah tiens, je vais tous les bluffer, je vais revendre tout mon matos et je vais me racheter un boîtier primo accédant de chez Canon. Donc à l'époque je crois qu'il avait acheté, je sais plus si c'était le 1100 ou 1200D, et il faisait de la photo avec le 1855 livré en kit. Et personne n'avait constaté une évolution dans le standard de qualité de ses photos. Et donc tout ça pour te dire qu'il avait donc un boîtier entrée de gamme, mais ça n'empêchait pas que, vu que comme je te disais tout à l'heure, en réalité, sur tous les boîtiers, même primo-accédant, tu as les mêmes fonctions de base qui te permettent de produire de la photo de qualité par rapport à un boîtier pro, et bien effectivement, il savait mettre en œuvre ces fonctions, vu qu'il avait un power photo high level, on va dire. Et donc, eh bien, c'est pas parce qu'il avait un 1200D, admettons, que ça l'empêchait d'être en maîtrise sur le standard de qualité de ses photos, évidemment. Tu vois, ça n'a rien à voir. Alors, en disant ça, j'espère que je vais pas briser le rêve de certains de croire que parce qu'ils vont s'acheter un boîtier haut de gamme, ou plus haut de gamme que celui qu'ils possèdent actuellement, ils vont faire de la meilleure photo. Hein. À la rigueur, je vais te faire des économies, donc tu devrais m'envoyer quelque chose quand même. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que autour du débat des marques, bien sûr, se cache aussi le débat, enfin la notion d'être victime du marketing ou non. Alors ça, c'est un débat qui est savamment entretenu par les marques d'appareils photo elles-mêmes, bien sûr, mais aussi par la presse spécialisée française, parce que quand tu regardes les magazines, je crois que 90% doit tourner autour du fait que ben voilà, il te faut absolument le dernier boîtier, il te faut absolument le dernier objectif, que si tu avais le boîtier de la génération d'avant, mais mon pauvre vieux, tu t'en rendais pas compte, mais c'est de la merde, il faut tout de suite jeter ça, oula, il faut tout de suite acheter un boîtier neuf. Non, non. Moi perso, tu vois, alors, tu vois, moi je suis un très mauvais client, parce que moi je suis du genre à m'acheter un boîtier, et tu sais, genre à l'utiliser tant qu'il explose pas. Hein. Alors, moi, tu vois, enfin, d'ailleurs, je te parlais de mon premier boîtier tout à l'heure, je l'ai toujours. Alors, il fonctionne plus. Enfin, il fonctionne très mal, il est pas fiable, donc je l'utilise plus. Mais le dernier boîtier que je me suis acheté, donc le Pentax K1, il est hors de question que je le vende, il est hors de question. Non, non, je vais l'utiliser, voilà, jusqu'à plus soif. Et peut-être qu'un jour je rachèterai un autre boîtier, bah, et à ce moment-là, le Pentax K1 que j'ai acheté il y a déjà 2 ans, ouais, peut-être même 3 ans, eh bien il passera en boîtier de réserve au cas où, tu vois, ou en second boîtier, tout simplement. Bah écoute, assez succinctement, j'ai essayé de balayer un peu les différents questionnements qui tournent autour du choix d'une marque, d'adhérer à une marque ou pas, c'est-à-dire la notion de la monture, la notion d'ergonomie, la notion de qualité de fabrication, hein, et puis aussi lié à une pratique photo, ça j'aurais dû peut-être plus insister là-dessus. Par exemple, Fujifilm via son X Pro 2, bah, pour moi c'est un excellent boîtier pour la photo de rue, hein, par rapport à un réflexe classique qui est quand même un peu plus intrusif, tu vois. Voilà, par exemple, toi, ça peut être des choix qui peuvent, c'est des arguments pertinents qui peuvent t'aiguiller sur ton choix, tu vois. Mais de là à dire que telle marque va te permettre d'être un meilleur photographe, je suis désolé de le dire, mais c'est faux. Voilà. Pour moi, ce à quoi il faut s'attacher, c'est à avoir une maîtrise sur la mise en œuvre des fonctionnalités essentielles qui te permettent de faire de la photo. Encore une fois, hein, ce chemin qui relie la prévisualisation de la photo que tu vas faire, que tu veux faire, c'est-à-dire ton intention photographique, et puis la photo que tu obtiens effectivement après le déclenchement. Ça c'est pertinent. Et puis j'ai évoqué l'effet Stradivarius, bon qui peut effectivement, ça peut être un argument. Bon,
Mais moi, je m'attache pas trop à ça. Bah écoute, en commentaire, n'hésite pas à me faire part de ton point de vue, que tu sois d'accord ou non. Ça pourra que contribuer à enrichir le débat. Et puis bah donner des pistes de réflexion supplémentaires aux autres. Et puis nous, bah comme d'hab, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!